À environ 6 mètres d'elle, se trouvait un homme au regard malsain. Bien entendu, il s'agissait de Christopher Wilder. Le soleil et les plages du sud de la Floride attirent toutes sortes de personnes. De nombreuses jeunes femmes y viennent dans l'espoir de devenir mannequins. En février 1984, les rêves de gloire de plusieurs d'entre elles se transforment en véritables cauchemars. C'est le début d'une série de meurtres brutaux qui seront perpétrés partout aux États-Unis. À 23 ans, Beth Kenyon avait la vie devant elle. Elle rêvait de devenir mannequin. Elle avait été finaliste lors d'un concours de beauté en Floride. Le 5 mars 1984, son rêve s'écroula. En ce lundi après-midi, tous ses espoirs furent détruits d'un seul coup. Le lendemain, ses parents signalèrent sa disparition à la police de Miami. Pour les agents, il n'y avait pas réellement lieu de s'inquiéter. À cet âge, il arrive fréquemment que des jeunes femmes disparaissent quelques jours sans avertir leurs parents. Mais les Kenyon savaient que leur fille n'aurait jamais fait ça. Ils firent appel au détective privé Ken Whitaker et à son fils Ken Jr. Beth Kenyon était enseignante auprès d'enfants souffrant de troubles émotifs. C'était une jeune femme responsable qui avait d'étroites relations avec sa famille. Les Kenyon étaient très inquiets et s'étaient rendus à son appartement de North Dade County en espérant y trouver une indication sur l'endroit où elle avait pu aller. Ils n'y trouvèrent qu'un livre d'adresse et un album photo. À partir de quelques clichés de Beth et de ses amis, les détectives se mirent à l'ouvrage. Les deux hommes retracèrent rapidement les dernières allées et venues de Beth. Le fils Whitaker interrogea le pompiste d'une station-service près de l'école où Beth enseignait. Il lui montra quelques photos. Ce dernier se rappelait la jeune femme. Il reconnut également quelqu'un d'autre sur une des photos. L'homme avec qui elle était le jour de sa disparition. Son nom était Christopher Wilder. Le 11 mars, soit 6 jours après la disparition de Beth, les détectives téléphonèrent à Wilder. Ce dernier déclara ne pas savoir où elle se trouvait, mais il accepta de rencontrer les Whitaker chez lui pour leur en parler. À l'heure convenue, les détectives se rendirent chez lui, mais il n'y eut aucune réponse. Les deux hommes décidèrent de jeter un œil aux alentours. Wilder était un entrepreneur en construction et il se disait photographe de mode. Les Kenyon avaient déclaré aux deux détectives que Wilder avait demandé leur fille en mariage, mais que cette dernière avait refusé. Wilder l'avait très mal pris. En fouillant dans les ordures de Wilder, les deux détectives découvrirent une photo. À première vue, cette photo semblait innocente, mais pour un œil averti, elle était très révélatrice. Christopher Wilder avait été pilote d'automobile lors du Grand Prix de Miami. Le 26 février 1984, il avait terminé 17e et remporté la somme de $400.
Le jour de cette course était également le jour de la disparition de Rosario González. Cette jeune femme de 20 ans travaillait pour une firme de marketing et distribuait des échantillons d'aspirine aux spectateurs du Grand Prix. Les médias parlaient encore de la mystérieuse disparition de González. Elle avait disparu seulement 5 jours avant Beth Canyon. Les détectives découvrirent que Wilder connaissait bien González. Elle avait accepté de poser pour lui lors d'une séance de photos amateur. Il était plutôt troublant de constater que les deux femmes disparues avaient un lien commun, Christopher Wilder. Les parents de Beth décidèrent de demander l'aide du FBI. L'agent spécial John Hanlon du service des homicides du bureau de Miami se souvient de sa rencontre avec eux. Le 12 mars, les Kenyans sont venus demander notre aide. Nous n'avions pas encore le droit d'ouvrir une enquête, puisque rien ne prouvait qu'il y avait eu un enlèvement. Afin de susciter une réaction de Wilder, les détectives privés décidèrent de faire part de leur découverte au quotidien Miami Herald. L'article fut publié le 16 mars 1984. On n'y mentionnait pas le nom de Wilder, mais l'article faisait clairement référence à lui. Selon l'article, un homme était relié aux deux jeunes femmes. Il s'agissait d'un entrepreneur local d'origine australienne qui était pilote de course et photographe amateur. Il n'y avait que Wilder pour correspondre à cette description. Bien que les agents n'aient pu ouvrir une enquête, l'agent spécial Gordon McNeil avait commencé à s'y intéresser de plus près. Ce lien entre les deux femmes disparues m'a tout de suite intrigué. J'ai décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour enlèvement afin de voir s'il y avait eu violation d'une loi fédérale. Les agents McNeil et Hanlon découvrirent bientôt que Wilder avait le profil d'un suspect. Il avait eu des démêlés avec la justice australienne et était en probation pour agression sexuelle. Quelques jours plus tard, soit le 21 mars, une nouvelle information permit enfin aux agents d'ouvrir une enquête en bonne et due forme. Le bureau du FBI de Miami leur apprit qu'une femme de Tallahassee avait été enlevée et conduite en Géorgie, mais qu'elle était parvenue à échapper aux griffes de son assaillant. La description de l'individu correspondait à celle de Christopher Wilder. L'agent Hanlon se rendit en Géorgie interroger la victime. Son histoire tenait presque du cauchemar. Linda Grober, 19 ans, effectuait des courses dans un centre commercial de Tallahassee lorsqu'un homme s'était approché d'elle pour lui proposer un travail de mannequin. Il déclara qu'il était photographe de mode et l'invita à se rendre à sa voiture pour lui montrer son portfolio. Comme c'était au beau milieu de l'après-midi, dans un endroit public, Linda crut qu'elle pouvait le suivre sans danger. Lorsque l'homme lui demanda si elle avait été déjà mannequin, la jeune femme répondit que non. Il lui fit des compliments sur sa beauté et ajouta qu'il lui serait facile de lui décrocher un contrat comme la couverture du Vogue. Lorsqu'ils arrivèrent à sa voiture, cependant, il modifia son histoire. Il déclara qu'il avait oublié son portfolio au studio et lui demanda de monter en voiture et de l'y accompagner. La jeune femme hésita un peu. C'est alors qu'il la poussa de force dans sa voiture et lui asséna un coup sur la nuque. Elle s'évanouit. À son réveil, elle constata qu'on l'avait glissée dans un sac de couchage et qu'elle était étendue sur un lit dans une chambre de motel. Une fois encore, son ravisseur la menaça de la tuer si elle tentait de prendre la fuite. Il l'attacha au lit et lui colla les paupières avec de la supercolle. Pendant les heures qui suivirent, il viola Linda Grober à maintes reprises, la battit et la tortura. Lorsqu'elle ne se pliait pas à ses ordres, il lui administrait des chocs électriques.
L'agresseur était si violent que Linda était certaine d'en mourir, mais elle parvint à dénouer ses liens et à aller se cacher dans la salle de bain dont elle verrouilla la porte. Elle frappa sur les murs de toutes ses forces en appelant à l'aide. Le ravisseur paniqua, prit ses affaires et partit. L'agent Hanlon montra une série de photos à Grober et lui demanda si elle reconnaissait son assaillant. J'ai pas hésité une seconde. J'avais passé plusieurs heures avec cet individu et je savais à quoi il ressemblait. Cet homme était Christopher Wilder. Aujourd'hui, Linda Grober a 35 ans. Elle termine sa thèse de doctorat. Sa détermination lui a sauvé la vie. Elle a été un témoin très important dans cette affaire. Elle était prête à tout pour que Wilder soit arrêté et condamné. J'ai été à l'hôpital pendant à peu près une semaine. Ensuite, j'ai dû quitter le pays car il était en liberté et je craignais pour ma vie. Et les agents étaient également inquiets pour ma sécurité et celle de ma famille. L'horrible expérience dont Linda Grober avait été victime allait au moins permettre aux agents fédéraux d'entrer en scène. La victime avait été enlevée et conduite dans un autre État. L'affaire tombait donc sous la juridiction du FBI. Christopher Wilder était maintenant recherché pour l'enlèvement et le viol de Linda Grober et le suspect numéro 1 relativement à la disparition de Rosario Gonzalez et de Beth Kenyon. Les agents se rendirent d'abord à la maison de Wilder. Ils défoncèrent la porte d'entrée et se tinrent prêts à procéder à son arrestation. Mais la maison était vide. Wilder avait déjà quitté les lieux. Il avait quelques jours d'avance sur les agents fédéraux. Il représentait une menace constante. La chasse désespérée pour le retrouver était maintenant commencée. Mars 1984. Des agents effectuaient une fouille méticuleuse de la maison du suspect Christopher Wilder. 2 femmes avaient disparu et étaient présumées mortes. Une autre femme était parvenue à échapper à la mort après avoir été kidnappée et violée à répétition. Les agents espéraient trouver un indice sur l'endroit où le fugitif était allé. Mais avant de quitter sa maison, Wilder semblait avoir prévu une fouille de la police. L'endroit était impeccable. Il n'y avait aucune empreinte digitale dans la maison de Wilder. Pourtant, on en retrouve toujours. C'est comme s'il avait nettoyé absolument tout. Le FBI, aidé par les autorités locales, organisa une recherche dans Miami et West Palm Beach. Personne n'avait vu ou entendu parler de Wilder depuis qu'il avait fui le motel en Géorgie. La police locale fut chargée de retrouver la voiture du suspect. De leur côté, les agents du FBI entrèrent en contact avec les banques et les compagnies de cartes de crédit de Wilder afin qu'on les tienne au courant de toute transaction éventuelle. Malheureusement, en 1984, le système informatique n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui et les pistes arrivaient souvent trop tard pour que les agents puissent le rattraper. Le 21 mars, toujours en Floride, un peu plus au nord, l'attention d'un réparateur fut éveillée par quelque chose d'inhabituel. C'était le corps d'une jeune femme. Elle fut par la suite identifiée comme étant Teresa Ferguson, 21 ans. Des témoins l'avaient vue pour la dernière fois dans un centre commercial, en compagnie d'un homme dont la description correspondait à celle de Wilder. L'autopsie révéla qu'elle avait été battue à l'aide d'un objet contondant avant d'être étranglée à mort. Le profil de la victime et la violence du crime laissaient présumer qu'il s'agissait à nouveau de Wilder, même si rien ne le prouvait directement. S'il s'agissait de l'entrepreneur australien, cela signifiait sans l'ombre d'un doute qu'il était un tueur en série. Les agents du FBI devaient l'arrêter le plus rapidement possible avant qu'il ne commette un nouveau meurtre. Il fallait trouver une nouvelle piste au plus vite. Une caméra de surveillance avait filmé Wilder dans une banque de Tampa. Les relevés bancaires montraient qu'il avait vidé tous ses comptes. Il avait maintenant plus de 19 000 $ en poche.
Cette information était pour le moins inquiétante car elle signifiait que le meurtrier avait assez d'argent pour voyager. Le 22 mars 1984, Wilder était au Texas. Des témoins l'aperçurent s'approcher de Terry Walden, 23 ans, dans le stationnement de l'université Lamar à Beaumont. La jeune femme était mariée et mère de 2 enfants. Elle étudiait pour devenir infirmière. Wilder lui demanda si elle aimerait poser pour lui. Il n'eut aucune emprise sur la jeune femme. Elle déclina poliment son offre. Elle ignorait qu'elle le reverrait bientôt. Le FBI poursuivait la chasse à l'homme à l'échelle du pays. Wilder avait décidé de rester à Beaumont encore une journée. Cette fois-ci, il retourna sur son terrain de chasse habituel pour se trouver une nouvelle victime. Il se rendit au centre commercial. Mais aucune des jeunes filles approchées ne tomba dans le panneau. Après avoir essuyé quelques refus, il reconnut un visage familier. Il s'agissait de Terry Walden. Elle était venue faire quelques courses après avoir déposé sa fillette de 4 ans à la garderie. Terry déclina son offre pour la 2e fois. Mais cette fois-ci, il ne la laissa pas filer. Il la suivit à sa sortie du centre commercial. En plein jour, au beau milieu du stationnement, il frappa la jeune femme à la tête, lui faisant ainsi perdre connaissance. Il la poussa à l'intérieur de sa Mercury Cougar. Il saisit ses bagages et s'installa au volant de la voiture de la victime. Le mari de Walden signala la disparition de sa femme plus tard le même après-midi, lorsqu'il constata qu'elle n'était pas allée prendre sa fillette à la garderie. Malheureusement, il était déjà trop tard. Quelques jours plus tard, le corps de la jeune femme fut retrouvé dans les eaux d'un canal près de Beaumont. Les policiers découvrirent la Chrysler du suspect à quelques kilomètres de là. L'analyse révéla que des cheveux et des fibres provenaient de Teresa Ferguson, la jeune femme dont le corps avait été découvert par le réparateur 5 jours plus tôt. Ainsi donc, Wilder était un tueur en série et Teresa Ferguson avait apparemment été sa 4e victime connue. McNeil et Hanlon estimaient que le suspect avait au moins 2 jours d'avance sur eux. À partir de leur bureau de Miami, ils firent émettre un communiqué donnant la description de la voiture de Terry Walden pour qu'il soit diffusé à l'échelle du pays. Tous les services de police et tous les patrouilleurs qui sillonnaient les autoroutes étaient sur sa piste. Malheureusement, nous savions qu'il conduisait une voiture mauve. C'est incroyable à quel point on peut voir beaucoup de voitures mauves quand c'est ça que l'on cherche. De plus, à ce moment-là, nous n'avions pas encore le numéro de la plaque d'immatriculation. Les téléscripteurs des divers services du FBI au pays fonctionnaient sans relâche. On envoyait des pages et des pages de description de Wilder, le profil de ses victimes, la dernière fois qu'il avait été vu et les hypothèses sur l'endroit où il se dirigeait. Malheureusement, ce système de communication n'était pas assez rapide pour devancer le suspect. Il y avait tellement de pistes sur Wilder transmises par téléscripteurs aux divers bureaux du FBI que pendant près de 2 semaines,
le système a pris un retard de 48 heures. Il ne restait plus qu'une seule façon de retracer le suspect. Suivre la piste des cadavres qu'il laissait derrière lui. Sa prochaine victime fut Susan Logan, 21 ans. Elle avait été vue pour la dernière fois dans un centre commercial près d'Oklahoma. Un pêcheur découvrit son corps 2 jours après sa disparition. Les circonstances entourant sa mort portaient à croire qu'elle aussi avait été victime de Christopher Wilder. Dans cette affaire, nous étions aux prises avec un individu qui enlevait, violait, torturait et assassinait une femme toutes les 36 heures environ. La tension était insoutenable. La lenteur du système de communication, ajoutée à la rapidité d'action du fugitif, rendait le travail des agents difficile. Le 28 mars, cependant, l'occasion tant attendue se présenta. Wilder avait loué une chambre dans un motel de Rifle au Colorado et il l'avait payée avec une carte de crédit volée. Les agents du FBI savaient qu'il détenait cette carte et qu'il l'utilisait, mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas parvenus à retrouver sa trace. En 1984, les commerces n'étaient pas équipés d'un système de validation automatique comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsque la note s'élevait à plus de 100 $, les employés appelaient la compagnie de crédit. Malheureusement, en général, lorsque Wilder louait une chambre, le montant n'allait guère au-delà de 50 ou 60 $. Cette fois-ci, cependant, le commis avait décidé d'appeler la compagnie de crédit plutôt que d'attendre au lendemain pour poster le reçu. Au lieu d'une autorisation, on lui donna un numéro de téléphone à composer immédiatement. Très tôt le lendemain matin, les agents du bureau du FBI de Denver se mobilisaient. On savait enfin où le suspect se trouvait. Aux premières heures du 29 mars, 4 agents s'approchèrent de la chambre de Wilder en espérant que cette fois-ci serait la bonne. Malheureusement, il n'était plus là. Malgré la rapidité d'intervention des agents, Wilder les avait déjà devancés. Pour une raison inconnue, il avait décidé de quitter avant l'aube. Il s'agissait de la meilleure piste depuis le début et elle n'avait abouti à rien. Une fois encore, les membres de l'escouade spéciale ignoraient dans quelle direction le prédateur était parti. Ils craignaient cependant qu'il ne rôde dans un des nombreux centres commerciaux en périphérie de Rifle. « 29 mars 1984. En seulement 3 semaines, l'entrepreneur australien Christopher Wilder avait enlevé 4 femmes et tué 3 d'entre elles. Les agents du FBI avaient remarqué des constantes. Il semblait se diriger vers l'ouest et ne choisissait plus ses victimes que dans les centres commerciaux. Cheryl Bonaventura, 18 ans, fut aperçue pour la dernière fois au centre commercial Mesa, à Grand Junction, au Colorado. Le FBI allait bientôt relier sa mort à Wilder. Nous savions que cet homme était là à guetter ses proies. Nous savions que chaque jour qui passait, une personne mourait dans la terreur et la douleur la plus intense. Le FBI entreprit de faire circuler le plus d'informations possible au pays. Des agents avisèrent les gérants et les gardiens de sécurité des centres commerciaux et leur donnèrent une description de l'Australien. Ils distribuaient des affiches avec la photo du suspect
pour mettre les clients sur le pied d'alerte. Malgré ces avertissements, un magazine pour adolescentes organisa une compétition de mannequins dans le centre commercial de Meadows à Las Vegas. Wilder s'y présenta, appareil photo en main. Il discuta avec quelques adolescentes pendant l'événement et tourna bientôt son attention vers Michelle Kaufman. La jeune fille de 17 ans venait de Boulder City, à 40 km de là. Elle était nerveuse à l'idée de participer à son premier concours de mannequin et avait demandé à ses amis et à sa famille de la laisser y aller seule. Après quelques minutes à discuter avec Wilder, Kaufman alla se changer puis quitta le centre commercial avec lui. C'était le 1er avril. La police de Las Vegas alerta le FBI qu'une jeune fille avait disparu d'un centre commercial et des agents furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Ils réquisitionnèrent toutes les photos prises au cours du défilé. Un des photographes leur remit 5 rouleaux de pellicule. Nous avons fait développer ces photos. On y voyait la jeune Kaufman sur le podium en train de prendre une pose. À environ 6 mètres d'elle se trouvait un homme au regard malsain. Bien entendu, il s'agissait de Christopher Wilder. Comme les autres victimes, la jeune Michelle Kaufman mourut dans d'atroces circonstances. Il l'avait attachée à l'aide de rubans adhésifs, l'avait battue, torturée et violée. On a remarqué des incisions sur son corps. Elles mesuraient 2 ou 3 cm de long et elles n'étaient pas profondes, juste assez pour les faire saigner, pour les torturer. Ensuite, quand il avait terminé, il les tuait. C'était un détraqué sexuel sadique. Le 5 avril, 4 jours après la disparition de Michelle Kaufman, le FBI tint une conférence de presse. Christopher Wilder faisait désormais partie de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. Depuis 50 ans, cette liste a permis aux agents d'arrêter des fugitifs dangereux grâce à la publicité qu'elle génère. L'agent spécial Tron Breaky est le porte-parole du FBI. Wilder remplissait tous les critères pour figurer sur cette liste. Il représentait un danger pour la société car il était extrêmement dangereux. C'était un individu violent, soupçonné des pires crimes. Il avait fui l'endroit où nous avions espéré l'arrêter. C'était donc très important pour nous de nous assurer que le public américain et les médias sachent qu'il pouvait se trouver n'importe où aux États-Unis. Malheureusement pour Tina Marie Riccico, le nom de Wilder apparut un jour trop tard sur la fameuse liste. À Lomita, en Californie, le jour précédant la conférence de presse, l'adolescente de 16 ans se rendit au centre d'El Amo pour y trouver un travail d'été. Elle espérait gagner assez d'argent pour s'acheter une voiture. Elle y rencontra Christopher Wilder qui lui demanda d'être son modèle pour un contrat qu'il venait de décrocher. Il lui donna $100 en argent comptant en lui promettant encore plus d'argent après la séance de photos. Wilder conduisit Tina Marie dans un parc à proximité du centre. Au début, tout se déroula normalement. Il lui dit que cet endroit avait la lumière idéale.
La séance de photos commença. La jeune Tina Marie voulait à tout prix plaire au photographe. Elle souriait et se pliait aux directives de Wilder. Puis la séance tourna au cauchemar. Il la menaça d'un Magnum 357 et lui ordonna de monter en voiture. La jeune fille n'avait d'autre choix que d'obéir. Wilder conduisit Tina Marie Ricicco à un motel à San Diego. Comme pour les autres victimes, elle fut battue, ligotée au lit et violée à maintes reprises. Wilder pratiqua des incisions sur son corps et lui administra des chocs électriques à divers endroits. L'agent Hanlon n'a jamais pu s'expliquer la raison d'une telle cruauté. On se demande pourquoi quelqu'un voudrait infliger ça à quiconque. Faire peur, torturer à l'aide d'un fil électrique, puis tuer comme s'il s'agissait de vulgaires déchets. La victime sait qu'elle va être tuée. À un certain moment, elle s'aperçoit qu'elle ne survivra pas, que sa vie se termine là. Et de plus, il s'agit d'une jeune femme. He identifies himself as a professional photographer, commenting on a young woman's appearance and attempts to persuade her to accompany him from... Tina allait être tuée lorsqu'un bulletin de nouvelles spéciales attira l'attention de Wilder. Very dangerous, and this approach may lead to his apprehension. Christopher Bernard Wilder has been placed on the FBI's 10 most wanted list. Il s'agissait de la conférence de presse du FBI. Wilder regarda avec horreur sa photo diffusée partout aux États-Unis. Les agents disaient qu'il était l'homme le plus recherché au pays, qu'il était responsable de la disparition de 6 femmes. Ils ignoraient alors qu'il se trouvait en présence de sa 7e victime dans une chambre de motel. Wilder paniqua. Il saisit la jeune fille et reprit la route. Maintenant que son nom avait été ajouté à la liste, sa photo serait publiée dans tous les journaux et tous les bulletins de nouvelles au pays. Cela faisait la une de tous les journaux aux États-Unis. Tous les bulletins de nouvelles, toutes les émissions parlaient de ce Christopher Wilder et montraient sa photo. Les agents du FBI espéraient que cette publicité permettrait à quelqu'un de l'identifier. C'était la seule chance dont ils disposaient pour l'empêcher de tuer une nouvelle victime. Au printemps 1984, le FBI faisait la chasse à l'homme la plus importante de son histoire pour retrouver le tueur en série Christopher Wilder. Il avait tué 6 victimes, mais il y en avait peut-être plus. Wilder avait décidé de reprendre la direction de l'Est. Il avait pris en otage Tina Marie Ricicco, 16 ans. Le 10 avril 1984, à l'extérieur d'un centre commercial de Gary, Indiana, il dit à la jeune fille qu'il la laisserait partir à condition qu'elle l'aide à piéger sa prochaine victime. Ricicco avait été violée, battue et terrorisée depuis maintenant 6 jours. Elle aurait fait n'importe quoi pour avoir la vie sauve. Wilder remarqua Dawnette Wilt qui faisait le tour des boutiques. Il en déduisit qu'elle se cherchait du travail. Ricicco rejoignit Dawnette et lui dit que Wilder était gérant d'un magasin et qu'il souhaitait qu'elle remplisse une demande d'emploi dans sa voiture. Lorsqu'elles atteignirent le véhicule, Wilder sortit son arme et força Dawnette à y monter. Il démarra en trombe avec les 2 jeunes filles à bord de la voiture. Des témoins les avaient vues partir. Comme toutes les victimes,
Une autre jolie jeune femme avait été vue en train de quitter un centre commercial d'Indianapolis en compagnie d'un homme correspondant à la description de Wilder. Lorsque nous avons reçu cette information, nous avons compris qu'il avait décidé de revenir vers l'Est. Tous les agents du FBI à l'est du Mississippi furent assignés à cette enquête. Malgré sa promesse, Wilder refusa de libérer Tina Marie. Il la força à le regarder violer et torturer Dawnette. Ce cauchemar dura 2 jours. Le matin du 12 avril 1984, Tina Marie entendit une voix familière au bulletin de nouvelles. C'était la mère de Tina Marie sur une chaîne nationale qui suppliait le ravisseur de ne pas faire de mal à sa fille. Wilder eut un nouvel accès de panique. Il ordonna à ses victimes de le suivre et ils quittèrent le motel. Au printemps 1984, le FBI faisait la chasse à l'homme la plus importante de son histoire pour retrouver le tueur en série Christopher Wilder. Il avait tué 6 victimes, mais il y en avait peut-être plus. Wilder avait administré des somnifères à Dawnette et cette dernière était à demi consciente. Il la força tout de même à marcher dans la forêt. Tina Marie était seule. Elle aurait pu prendre la fuite, mais les 9 derniers jours de torture l'avaient démolie. Elle resta à attendre. En marchant à travers les bois, Dawnette Wilt reprit peu à peu conscience et comprit que sa fin approchait. Elle le supplia de l'achever avec son arme à feu. Wilder ignora sa supplique et la poignarda à la poitrine à 2 reprises. Il la laissa sur place, la croyant morte. Il avait repris la route lorsqu'il fut saisi par la peur de ne pas l'avoir achevé. Il retourna sur la scène. Lorsqu'il arriva sur les lieux, il n'en crut pas ses yeux. Il n'y avait aucune trace de la jeune fille. Fait incroyable, Dawnette Wilt avait survécu à son agression. Elle avait été poignardée à 2 reprises et avait perdu beaucoup de sang, avait été droguée et battue, mais elle était parvenue à se lever et à rejoindre la route où un motocycliste lui avait porté secours. Grâce à son témoignage, le FBI savait que Wilder se dirigeait vers le nord-est et qu'il était toujours à bord de la Mercury Cougar qu'il avait volée à Terry Walden. Mais pour combien de temps? Lorsqu'il y est retourné et qu'il a découvert qu'elle n'était plus là, il s'est rendu compte qu'il devait se débarrasser du véhicule et en trouver un nouveau. C'est à ce moment-là qu'il est entré dans l'État de New York par l'ouest. Une fois encore, il repéra le centre commercial le plus proche dans la ville de Victor. Il remarqua une Pontiac Firebird de couleur dorée. Il ordonna à Riccico de se mettre au volant et de le suivre. La Pontiac appartenait à Bette Dodge, 33 ans.
À la pointe de son fusil, Wilder la força à prendre place sur la banquette arrière. Quant à Tina Marie, elle était toujours en état de choc et le suivit. Wilder conduisit pendant 1h30 jusqu'à un endroit isolé. Il força Bette Dodge à le suivre dans les bois. Quelques instants plus tard, Tina Marie entendit 2 coups de feu. Il ne l'avait pas violée ni torturée, seulement tuée pour avoir sa voiture. Il avait un projet différent pour Tina Marie. Parallèlement à toutes les horreurs qu'il lui avait fait subir, il s'était développé un lien entre lui et la jeune femme. Il lui confia qu'il ne souhaitait pas qu'elle soit là quand la fin arriverait. Il la raccompagna à l'aéroport de Boston et lui donna assez d'argent pour qu'elle puisse rentrer à Los Angeles. Son cauchemar était enfin terminé. Une fois rentrée chez elle, Tina Marie raconterait en détail les sévices que lui avait fait subir Wilder. Wilder était à nouveau seul. Il fallait à tout prix arrêter ce forcené avant qu'il ne récidive. Pendant notre enquête, nous avons appris que Wilder avait des amis au Canada et qu'il s'y était déjà rendu à quelques reprises. Nous avions l'intuition que c'était là qu'il se dirigeait. Wilder était sur la route en direction de la frontière canadienne à bord de la Firebird de Bette Dodge. Pendant 3 semaines, il était parvenu à semer les agents du FBI. Même l'ajout de son nom à la liste n'avait pas donné les résultats escomptés. Les agents McNeil et Hanlon étaient désespérés et voulaient à tout prix l'arrêter au plus vite. Au mois d'avril 1984, Christopher Wilder avait tué 7 femmes dans diverses villes américaines. 3 femmes étaient présumées mortes et 3 autres avaient survécu à leur assaillant. Les agents du FBI croyaient qu'il se trouvait en Nouvelle-Angleterre et qu'il se dirigeait vers la frontière. Ils décidèrent de mettre tout en œuvre pour qu'il ne parvienne pas à quitter le pays. Les agents ont distribué des affiches et des photos. Notre meilleure option était d'aviser les centaines de policiers de la région, ce qui augmentait de beaucoup nos effectifs en Nouvelle-Angleterre. Le vendredi 13 avril 1984, Wilder s'arrêta pour faire le plein dans la petite ville de Colebrook, dans l'État du New Hampshire, à environ 20 km de la frontière canadienne. Il demanda alors à un employé quel papier il devait remplir pour entrer au Canada. Deux agents de l'État, Wayne Fortier et Leo Jellison, aperçurent alors la voiture de Bette Dodge. Comme tous les agents de la région, ils avaient eu la description du suspect et de la voiture qu'il conduisait. Jellison demanda à Wilder s'il pouvait lui parler quelques instants. Wilder se pencha à l'intérieur de la Firebird et saisit son revolver Magnum 357. Dans la lutte, l'arme fit feu accidentellement. Le projectile atteignit l'agent Jellison à la poitrine. Jellison eut la vie sauve, mais pas le suspect. Le projectile qui avait atteint l'agent avait d'abord transpercé le cœur de Wilder. Le règne de terreur de Wilder à travers les États-Unis venait de prendre fin avec cette 10e mort, la sienne. Quelques mois plus tard, les autorités retrouvèrent les corps mutilés de Cheryl Bonaventura et Michelle Kaufman.
On ne retrouva cependant jamais ceux de Beth Canyon et Rosario González, les deux victimes qui avaient provoqué l'ouverture de l'enquête préliminaire. Monsieur et Madame Canyon moururent tous deux sans jamais découvrir ce qui était arrivé à leur fille. Les victimes qui ont survécu et leurs proches ont courageusement tenté de remettre sur les rails leur vie brisée. Linda Grober a tiré une leçon de ce cauchemar. Je crois qu'il est important de comprendre que ces individus ne sont pas des démons. Ils ne sont pas couverts de tatouages et n'ont pas toujours les cheveux longs. En général, ils s'expriment avec facilité. Ils pourraient fort bien être assis dans le salon en compagnie de votre père après le repas, à siroter un verre de vin ou un brandy. La terrible vérité, c'est que Christopher Wilder n'est pas unique. Son nom a été mis sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI, mais chaque année, il y a des dizaines de tueurs comme lui qui ne font pas la une des journaux. Ils guettent leur proie dans les centres commerciaux, les écoles, et n'attendent que le moment propice pour passer à l'attaque. Les rêves de gloire et de fortune peuvent s'obscurcir rapidement. Ce n'est que par la sensibilisation du public, une vigilance de tous les instants et les ressources de la police que l'on peut espérer mettre un terme au carnage sanglant de ces chasseurs de tête.